Alors, tout d'abord, définition donc de la redistribution de revenus. Eh bien, la redistribution de revenus, c'est l'ensemble des prélèvements et des réaffectations de ressources opérées par les APU. Je vous rappelle que les APU, ce sont les administrations publiques, secteur institutionnel défini par la comptabilité nationale, et que donc ces mouvements de prélèvement et de réaffectation, eh bien, vont modifier le revenu des ménages. Pour certains, le revenu va être diminué, puisque les prélèvements vont être supérieurs aux réaffectations, et pour d'autres, au contraire, le revenu va augmenter, ce qui veut dire que les prélèvements seront inférieurs aux réaffectations. Ces prélèvements, c'est quoi? Ce sont des cotisations sociales et des impôts, principalement les impôts sur le revenu, mais on pourra ajouter aussi sur le patrimoine. Et puis, il y a, du côté de la réaffectation, ce qu'on appelle des revenus de transfert. Alors, j'attire votre attention sur le fait que les revenus de transfert, ce sont évidemment d'abord des revenus monétaires. Par exemple, comme revenu de transfert, nous avons les retraites. Ou par exemple, nous avons les indemnités chômage. Donc là, la redistribution concerne bien un revenu monétaire. Mais attention, il y a une redistribution de revenus non monétaires, autrement dit, une redistribution en prestations. C'est par exemple la prise en charge de la maladie. Effectivement, le paiement des soins, par exemple à l'hôpital, ou le remboursement des consultations médicales, eh bien, est à inclure dans ces mécanismes de redistribution des revenus. Alors, comment passe-t-on du revenu primaire au revenu disponible, c'est-à-dire comment passe-t-on du revenu de l'activité des individus, activité ou propriété, au revenu qu'ils vont pouvoir, sur lequel ils vont pouvoir compter pour consommer ou épargner? Eh bien, il va falloir, entre-temps, retirer les impôts et les cotisations sociales et, d'un autre côté, rajouter les différents types de revenus qu'ils peuvent percevoir. Alors, c'est la formule que je vous propose. On part donc du revenu primaire, donc le revenu qui est lié à l'activité économique et à la propriété. On va retirer à ce revenu primaire ce que l'on appelle les prélèvements obligatoires. Alors, essentiellement, les prélèvements obligatoires à la charge des ménages, ce sont des cotisations sociales plus de l'impôt sur le revenu. Et puis, on va ajouter les différents revenus de transfert qui sont perçus par les ménages. Et donc, le résultat de cette opération, c'est le revenu disponible. Il faut connaître cette expression de revenu disponible. L'idée, c'est disponible pour quoi? Eh bien, disponible pour la dépense et ou pour l'épargne. Alors, les fondements économiques et sociaux de la redistribution, maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a une double finalité très générale, d'ailleurs, de la redistribution de revenus. Alors, cette double finalité de la redistribution est la suivante. D'abord, il y a une mission de protection des individus face au risque de la vie. C'est pour ça que l'on parle de protection sociale. Alors, quels sont les risques que courent les individus au cours de leur vie? Eh bien, des risques divers comme la maladie, l'invalidité, la perte d'emploi, le handicap, la pauvreté, l'isolement, la vieillesse, la dépendance. Et donc, notre système de protection sociale est là pour effectivement permettre de couvrir ces risques pour l'ensemble des citoyens. Ça, c'est la première mission et la première finalité du système de redistribution. Puis il y en a une deuxième, à côté, qui est beaucoup plus politique, qui est beaucoup plus liée au caractère démocratique de nos sociétés. Il y a une prétention de la part des États démocratiques de corriger, autant que faire se peut, les inégalités sociales qui vont être liées, qui sont générées d'ailleurs souvent par l'activité économique, mais ces inégalités sociales, elles sont liées à des revenus qui sont extrêmement différents en fonction de la profession exercée, en fonction du statut aussi. Est-on entrepreneur ou est-on salarié de base?
en fonction du patrimoine, puisque les patrimoines importants vont générer des revenus très importants, ou en fonction de la situation familiale, comment corriger les déséquilibres entre une famille sans enfants et une famille avec 6 enfants. Donc, effectivement, dans toutes ces dimensions, en tous les cas en France, l'État essaye de corriger un maximum les inégalités. Alors, par exemple, ça ne va pas de soi. Corriger les inégalités liées à la situation familiale, par exemple, en France, ça prend l'aspect du quotient familial, qui fait que les gens payent moins d'impôts parce qu'ils ont un grand nombre d'enfants, les enfants comptant pour une demi-part, comme vous devez le savoir, et donc ça minimise considérablement l'impôt sur le revenu, ou bien des prestations type allocation familiale qui sont particulièrement importantes dans notre pays. Alors ça, c'est une politique française. Vous allez voir chez nos voisins allemands, par exemple, il n'existe pas d'équivalent. Donc, corriger les inégalités, oui, mais quelles inégalités? J'allais dire, chaque société définit ce qu'est pour elle, ou ce que sont pour elle les inégalités fondamentales sur lesquelles elle doit intervenir. Alors, il y a aussi une fonction économique liée à ce système de redistribution, et cette fonction économique est une fonction de soutien à la demande. Alors, tout simplement, on doit considérer, et là on est dans une optique keynésienne, la redistribution de revenus stimule la consommation. Rappelez-vous, les politiques de relance keynésienne, en cas de récession, eh bien, l'État a comme moyen à sa disposition de verser des revenus de transfert aux citoyens. Alors, ça fonctionne comment? C'est assez simple. Alors, la redistribution des revenus et la protection sociale, d'une part, va atténuer la perte de revenus, en cas de maladie ou en cas de chômage, par exemple, et ça va permettre de limiter la baisse de la consommation de ces personnes qui subissent ce risque. De notre côté, quand la redistribution consiste essentiellement à réduire l'écart entre les plus pauvres et les plus riches de la société, eh bien, on va donc verser des revenus aux plus pauvres, et on sait très bien que ce sont ces plus pauvres qui ont la plus forte propension à consommer, c'est-à-dire que l'on sait que ces revenus vont être immédiatement réinjectés dans le circuit économique sous forme de consommation. Donc, au total, par ces deux effets, eh bien, la redistribution va permettre le soutien de la consommation finale des ménages, en même temps qu'il va favoriser la diminution des inégalités. Donc voilà un petit peu les objectifs économiques, sociaux et politiques d'un système de redistribution. Alors, les valeurs qui sont à l'origine de notre système de redistribution, qui s'est construit dans le temps, je veux dire, essentiellement, il s'est construit au XXe siècle, le système de redistribution. Les politiques sociales sont extrêmement faibles tout le long du XIXe siècle. Et quand je dis au XXe siècle, c'est plutôt dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc c'est une conquête récente des pays démocratiques. Alors, ce sont des valeurs d'essence démocratique, précisément, qui sont à l'origine du système de redistribution. Alors, quelles sont ces valeurs? Par exemple, l'égalité. L'égalité, qui, je vous le rappelle, est une devise de la République. Alors, je sais bien que l'égalité dont on parle est une égalité de droit, et que l'égalité que l'on recherche par la redistribution est une égalité de fait. Mais d'affirmer que l'égalité est un droit, effectivement, permet derrière de prendre des mesures pour que les inégalités de fait soient moins importantes. Et je crois que c'est au cœur de ce que l'on appelle le pacte républicain. Alors, l'équité aussi, deuxième valeur qui est une version en quelque sorte modernisée de l'égalité. L'équité, c'est quoi? C'est justement, il faut traiter les individus avec inégalité, de manière à ce que les plus fragiles d'entre eux bénéficient du plus de moyens. Donc si je donne le plus de moyens aux plus démunis, j'ai un traitement inégalitaire des citoyens,
puisque je vais naturellement moins ou pas aider les gens nantis, mais dans le même temps, je vais arriver à réduire les inégalités sociales. Donc, c'est un traitement inégalitaire au service de plus d'égalité. Hein, c'est la version, effectivement, de l'équité, et ce n'est pas tout le monde traité de la même manière, au contraire, c'est de traiter les gens de manière différenciée pour qu'à la fin, ils soient en position plus égalitaire. C'est donc le célèbre principe de la discrimination positive, hein, favoriser les défavorisés, en quelque sorte. C'est aussi la valeur de solidarité. Alors, solidarité qui est partout dans notre système de redistribution et de protection sociale. Alors, on peut distinguer la solidarité horizontale, verticale et intergénérationnelle. La solidarité horizontale, c'est une solidarité, par exemple, entre les malades et les bien portants. Alors, elle joue comment, cette solidarité ? Les bien portants travaillent, en travaillant, ils cotisent, et leurs cotisations payent les soins des malades au même moment. Hein, donc, on est bien dans une solidarité horizontale, parce que ce n'est pas la hiérarchie des revenus qui décide de ce type de solidarité. Hein, c'est le risque, en fait, qui survient ou qui ne survient pas. Donc, solidarité horizontale. C'est aussi une solidarité verticale. Alors, par exemple, l'impôt sur le revenu à caractère progressif, c'est-à-dire que les riches payent proportionnellement plus que les pauvres, hein, puisque le taux d'impôt sur le revenu est progressif. D'accord ? Donc, cet impôt est très largement redistributif. Et là, c'est bien, on va prélever les gens les plus aisés, et cet argent va revenir d'une manière quelconque aux gens les moins aisés. Et déjà, le fait que les gens les moins aisés ne payent pas d'impôts, hein, c'est comme si, effectivement, par rapport à ceux qui en payent, on leur donnait quelque chose. Hein, il y a aussi un effet redistributif au fait de ne pas payer d'impôts. Je vous rappelle qu'en France, quand même, il y a, en 2010, 47% des foyers fiscaux qui ne payent pas d'impôts sur le revenu. Donc, solidarité horizontale, solidarité verticale, c'est celle-là, hein, qui lutte le plus efficacement contre les inégalités. Et puis, un autre type de solidarité, la solidarité intergénérationnelle, qui, elle, est totalement liée à notre système de retraite. Hein, notre système de retraite oblige à la solidarité des générations jeunes vis-à-vis des générations âgées. Pourquoi ? Parce que c'est un système de retraite par répartition et que les cotisations payées par les actifs financent au même moment les retraites des inactifs. Et donc, il y a bien un transfert de revenus des jeunes actifs, on va dire, vers les retraités. Et donc, c'est bien un mécanisme de solidarité nationale qui est en œuvre. Ça fait partie des mécanismes du vivre ensemble et de partager finalement la même société et le même environnement. C'est vraiment au cœur de cela. C'est aussi la recherche de la cohésion sociale et de la justice sociale. Alors la cohésion sociale parce qu'une société fonctionne mieux quand tout le monde y a à peu près les mêmes intérêts et quand il n'y a pas dans la société des mondes très très différents. Hein, et parce que ce type de différence, ces différences sociales, débouchent le plus souvent sur des situations très conflictuelles. Hein, donc c'est le garant, effectivement, d'un bon fonctionnement de la société à travers cette cohésion sociale. La justice sociale est aussi très importante, parce que ceux qui sont victimes d'injustice sociale, eh bien, à un moment donné, ils demandent effectivement leur dû. Hein, et là aussi, ça débouche sur beaucoup de conflits dans la société. Hein, donc il faut vraiment qu'il y ait un minimum de justice sociale dans les sociétés contemporaines. Donc voilà les valeurs, j'allais dire, politico-socialo-philosophiques, hein, qui président effectivement à ces mécanismes de redistribution.